Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et merci de nous rejoindre dans les locaux du journal L'Indépendant à Perpignan avec TV Sud et avec les moyens techniques de toute l'équipe de l'agence Profil TV. Jusqu'à 23 heures en compagnie de Philippe Campa et de Thierry Bouldoir, eh bien, nous vous donnerons tous les résultats des Pyrénées-Orientales naturellement, mais aussi avec Fabien Albert qu'on retrouvera à l'étage en plein milieu de la rédaction. Eh bien, nous nous pencherons sur les principaux résultats de l'Aude, Narbonne, Carcassonne et plus largement du Languedoc-Roussillon. Et puis, on ne va pas s'interdire de dire un mot des principales villes françaises comme Paris ou Marseille. Et puis aussi, nous recevrons de nombreux invités durant toute cette soirée jusqu'à 23 heures. Il y aura un débat notamment de 22h15 à 22h40. Nous y reviendrons. Et nous recevrons d'ailleurs le premier dans quelques instants. Il s'agit de Jean-Paul Elduy, le président de l'agglomération de Perpignan. Mais tout de suite, vous l'attendez, c'est le principal, les premières estimations de la ville de Perpignan. Et pour ça, on va rejoindre Thierry Bouldoir avec quand même quelques surprises. Avec d'abord beaucoup de précautions parce que ce sont vraiment des premières estimations, mais selon ces premiers chiffres, ces premiers dépouillements, c'est bien Louis Alliot, le candidat du Front National, qui serait en tête sur Perpignan avec 33 à 34% des voix. Derrière lui, Jean-Marc Pujol, le candidat UMP à 30%. Bien plus loin derrière, Jacques Cresta pour le PS, 30%. Et ensuite, il faut vraiment tout affiner. Mais selon les premières estimations, Clotilde Ripouille devancerait Jean Codoniès autour de la barre des 10%. Alors, on n'est qu'aux estimations. Oui, on est au dépouillement des premières centaines et il va falloir bien sûr affiner tout ça au cours de la soirée. Philippe Campa, déjà un mot, on peut déjà annoncer un gros score de Louis Alliot, visiblement. Effectivement, un gros score de Louis Alliot est déjà une première surprise parce que lorsque nous avions organisé, il y a environ un mois, un premier sondage qui n'était qu'une photographie à l'époque de ce premier tour, nous avions Jean-Marc Pujol, le maire sortant, qui était en tête, suivi de très près, il est vrai, par le Front National Louis Alliot. Mais nous voyons ce soir qu'a priori, nous aurions une inversion, en tout cas dans les premières et deuxièmes places, avec le Front National mené par Louis Alliot qui serait en tête, même si, comme le disait Thierry, nous allons attendre encore un petit peu parce qu'il va falloir affiner ces premiers résultats. Voilà, des résultats qui seront donc affinés tout au long de la soirée avec nos différents envoyés spéciaux à la mairie, à la préfecture et dans les différents QG de campagne. Je pense que nous allons pouvoir rejoindre dans un instant Fabien Albert qui va nous donner également les premières estimations sur Narbonne et sur Carcassonne et peut-être un petit peu plus largement sur quelques points chauds dans le Languedoc-Roussillon. Fabienne ? Oui, merci messieurs, bonsoir à tous. Je vous propose de commencer ce petit tour d'horizon par les premiers chiffres que nous avons pu obtenir des bureaux de vote dans l'Aude. Ce sont bien entendu des estimations qui sont fondées sur le dépouillement partiel de quelques bureaux de vote. Donc à Narbonne, le maire sortant, Jacques Bascou, PS, serait aux alentours de 33%, alors qu'un de ses principaux adversaires, Didier Mouly, sous l'étiquette Nouveau Narbonne, atteindrait les 27%. À Carcassonne, Jean-Claude Pérès, maire sortant, PS également, serait en tête avec 28% des voix, suivi de près par Robert Moriot sous l'étiquette Rassemblement Bleu Marine, qui lui arriverait à 22,5% des voix. Viennent ensuite Isabelle Cheza, UMP, et Gérard Lara, divers droite, tous deux à 18%. Pour finir cette première intervention, on peut noter que les électeurs audois se sont tout de même fortement mobilisés, puisque selon les premiers chiffres donnés par la préfecture à 17h, près de 65% des inscrits s'étaient déplacés, contre 56,25% sur le territoire national. Merci beaucoup. On vous retrouve tout au long de la soirée, naturellement, avec des résultats encore plus précis, des résultats sur d'autres villes importantes du Languedoc-Roussillon. Un taux de participation dans l'Aude important. Thierry, je crois que dans les PO également, il est à noter. Il était à plus 4 en tout cas par rapport au dernier tour en 2008, aux dernières municipales de 2008, plus de 64% selon la préfecture. Donc effectivement, là aussi, on s'est beaucoup mobilisé. A priori, à l'inverse du territoire français, où il y aurait une légère baisse de la participation. Ça prouve bien que dans le sud, et surtout dans les PO et dans l'Aude, on s'est beaucoup mobilisé. Alors, en ce qui concerne Carcassonne, d'après ce que nous disait Fabienne, c'est le Front National qui arriverait en tête des listes d'opposition à Jean-Claude Pérez. Un peu logique, la droite paierait ses divisions, puisque vous le savez, Isabelle Cheza, l'UMP, et Gérard Lara, le divers droite, avaient fait deux listes différentes. Ils seraient chacun à 18%. Donc c'est pour ça que Robert Moriot, pour le Rassemblement Bleu Marine, en profite effectivement avec 22,5%. Il serait pour l'instant en seconde position, loin derrière, quand même Jean-Claude Pérez, le maire PS, qui n'obtient pas quand même
qui n'atteint pas, en tout cas, la barre des 30%. Un mot sur Narbonne pour Jacques Bascou. C'est un petit peu plus attendu, on va dire, en Narbonne, avec le maire PS qui, lui, est aux alentours de 33%, et puis Didier Mouly qui reste quand même menaçant, on va dire, 6 points derrière, avec 27%. Ça prouve que pour l'instant, sur Narbonne, les choses sont assez classiques, c'est un petit peu plus bousculé, mais c'est logique. Il y avait beaucoup de listes du côté de Carcassonne. Merci Thierry. Dans un instant, je vous le rappelle, nous recevrons notre premier invité, Jean-Paul Alduy, le président de l'AGLO Perpignan Méditerranée. Mais tout de suite, Philippe Campa, peut-être est-ce qu'on peut déjà comparer nos premières estimations avec ce qui s'était passé en 2008 et en 2009 aussi, quand on avait revoté? D'ores et déjà, on peut dire que le Front National réussit la performance de ce premier tour, puisque en 2008, Louis Alliot, déjà concurrent, n'avait réalisé que 12,29% des voix. Et lorsqu'il s'était s'agit de revoter le 21 juin 2009, il réalisait encore moins, 9,4% des voix. On peut donc d'ores et déjà dire qu'il est ou il serait, restons encore prudent, mais le grand gagnant de ce premier tour. À l'instar un petit peu de ce qu'on imaginait, puisque, rappelez-vous, notre sondage lui donnait 3 ou 4 points de retard, avec cette fameuse marge d'erreur que tous les... Et puis c'était il y a un mois aussi, ça peut bouger. Et c'était il y a un mois, donc effectivement, en un mois, les choses ont évolué concernant l'électorat du Front National, et le Front National semble réaliser une très belle performance sur cette ville de Perpignan, une ville de plus de 100 000 habitants, une ville que le Front National, on le sait, regarde de façon très précise, regarde même à la loupe. Et je pense donc que ce soir, ce résultat sera particulièrement commenté ici et dans l'Hexagone. Alors Jacqueline, oui Thierry. C'est un premier échec quand même pour d'abord Jean-Marc Pujol qui pour la première fois se présente à lui-même en tête de liste. Il atteint à peine les 30% pour l'instant. On rappelle quand même que Jean-Paul Alduy en 2008 faisait 39% presque, et en 2009, après l'affaire de la chaussette, il était au-dessus des 40%. Ça ferait 10 points de moins pour Jean-Marc Pujol, donc qui vraiment serait en situation d'échec. Et alors elle serait quand même encore plus gros cet échec pour le PS si effectivement Jacques Resta reste autour des 15%. Il est lui 5 points de moins que Jacqueline Amiel-Dognat à l'époque. Effectivement, la vague, entre guillemets, bleu marine, pour l'instant, est en train de vraiment complètement relancer et même redistribuer les cartes à Perpignan. Alors Thierry, on rappelle bien sûr que ce sont des estimations. Tous les dépouillements ne sont pas terminés. Dans les 67 bureaux de Perpignan, ce sont des estimations, mais des tendances assez lourdes quand même qui se dégagent après les premières centaines de bulletins dépouillés. Thierry l'a signalé, Philippe, Jacques Resta fait 10 points de moins que Jacqueline Amiel-Dognat en 2009. Oui, c'est sans doute une grosse déception pour le Parti Socialiste qui va être très très loin de la droite et de l'UMP sortant et du Front National. Il faudra que le PS analyse cette contre-performance. Certes, il y a beaucoup de candidats de gauche à cette élection perpignanaise. Pour autant, le candidat du parti au pouvoir aujourd'hui en France est très largement battu. C'est sans doute déjà une des premiers commentaires que l'on peut faire à la lecture de ces résultats, encore une fois qui ne sont que provisoires, de ce premier tour à Perpignan. Alors il faut aussi attendre de savoir quelle autre liste peut passer la barre des 10%. Thierry, c'est important pour le deuxième tour. Effectivement, d'abord pour savoir si des listes se maintiennent, si on est sur une triangulaire ou une quadrangulaire. Pour l'instant, on est sur une triangulaire. La quadrangulaire pourrait être possible si une des listes passe les 10%. Et puis ensuite, il faut rappeler qu'entre 5 et 10%, on peut fusionner. Donc on peut amener et des hommes et des femmes et des voix sur une autre liste, effectivement. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà tirer quelques conclusions de cette campagne? Vous parliez, Thierry, un petit peu de semi-échec pour Jean-Marc Pujol. Est-ce que c'est aussi l'échec peut-être de 40 ans de gestion? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Pujol fait moins qu'à lui, beaucoup moins qu'à lui. Et puis surtout, si ce n'est pas un séisme encore, on peut dire qu'il y a un vrai premier bouleversement avec ce Front National devant. Après, est-ce qu'il peut être encore devant au second tour? Est-ce que la gauche, qui aurait fait un score très faible, appellerait justement à un front républicain? Je pense que la semaine va nous le dire. Mais effectivement, pour l'instant, les cartes sont vraiment rabattues. Voilà, écoutez, c'est ce qu'on pouvait dire dans un premier temps sur des estimations de Perpignan. C'est toujours difficile de s'engager plus avant tant qu'on n'a pas d'autres chiffres que nous vous donnerons au fur et à mesure, grâce une nouvelle fois à tout notre réseau de correspondants. Dans quelques instants, donc, nous aurons nos premiers invités sur le plateau. Je vois Bernard Dupont, le maire de Canet-en-Roussillon, qui nous a rejoints. Et nous attendons donc Jean-Paul Alduy, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tard. Ça sera Ségolène Neuville. Un petit mot peut-être, Philippe, sur le débat qui est prévu en fin d'émission. En
fin de débat, nous vous proposerons un débat entre un représentant de l'UMP et un représentant du Parti socialiste, avec Monsieur Mac pour l'UMP, Le maire de Pouillestre. et Madame Neuville, la députée, pour le Parti socialiste. Voilà, qui auront certainement aussi beaucoup de choses à nous dire. Voilà, on regarde, là, ça se passe en direct tout ça pour voir ce qui se passe au niveau de l'arrivée de nos invités. Je vous rappelle que, en ce qui concerne, on peut rappeler peut-être les résultats du côté de l'Aude pour les gens qui nous rejoignent et qui auraient regardé les estimations nationales à 20h. Oui, pareil, hein, pour les premiers dépouillements. Ici, en tout cas, à Narbonne, Bascou, le maire sortant PS, 33%. Didier Mouly est à 27%. Et exactement pareil, Carcassonne aussi, avec de l'avance pour le maire sortant, côté Carcassonne. Voilà, pour l'Aude, et nous aurons aussi naturellement des estimations beaucoup plus affinées au fur et à mesure de la soirée. On va rejoindre peut-être Fabienne en haut pour d'autres résultats et on se retrouve dans un instant avec notre premier invité, Jean-Paul Alduy. Si Fabienne m'entend. On n'est pas très loin, mais bon, ça se passe juste à l'étage. Et nous sommes en direct. Et nous sommes en direct dans une rédaction en pleine effervescence, à moins qu'on demande à M. Alduy de nous rejoindre tout de suite. On rejoindra Fabienne un petit peu plus tard. Bonsoir, M. Alduy. Fabienne est là. Fabienne est en ligne. C'est à toi, Fabienne. Oui, je suis là simplement pour signaler que Robert Ménard approche les 45% selon les premières estimations à Béziers. C'est le candidat du Rassemblement Bleu Marine. Il était attendu, effectivement, 45% pour Robert Ménard à Béziers. Également, pour le Front National, le candidat Philippe Lotio à Avignon est en tête. Selon les premières estimations, nous n'avons pas encore de chiffres. À Hénin-Beaumont, Steve Brirois arriverait quasiment aux 50% de voix. C'est une estimation dans un premier temps, mais je pense qu'il est clair que le Front National fait une percée aussi bien d'un point de vue régional que d'un point de vue national. Voilà, c'est à vous. Fabienne, donc 45% pour Robert Ménard à Béziers, d'après les premières estimations. Jean-Paul Alduy, bonsoir, merci de nous avoir rejoints. La transition est toute faite, gros score à Béziers et semblerait-il, gros score du Front National à Perpignan aussi. Votre sentiment? Je ne sais pas si vous avez les derniers chiffres sur Perpignan. Moi, les derniers que j'avais, c'était en gros 33 pour la liste Front National et 30 pour Jean-Marc Pujol. C'est ça, oui. Sur Perpignan, au moment où on se parle, on ne sait pas encore si c'est une quadrangulaire ou une triangulaire. Moi, ce que je constate, en tout cas, sur les quelques informations que j'ai sur le département, c'est qu'il y a un véritable effondrement du PS. À Perpignan, je ne sais plus où en est Cresta, à 12 ou à 13, quelque chose comme ça. On voit bien qu'on est sur un effondrement. J'ai cru comprendre également que M. Molly à Collioure était battu. Donc on voit bien qu'il y a un gros recul du Parti socialiste sur notre département. Pour retrouver 13% à Perpignan, il faut revenir à 1993 et c'était M. Christian Bourquin qui était tête de liste sur Perpignan et il avait fait, je crois, 11 ou 11,5. Donc là, il y a un premier constat, il est là. Le deuxième constat, c'est que sur Perpignan, l'abstention est pratiquement comme au niveau national, mais elle est d'un point supérieur à celle de 2008. Donc on ne peut pas tirer de grands enseignements sur le chiffre global de l'abstention. Ce qui serait intéressant de voir, c'est plutôt bureau de vote par bureau de vote les abstentions, parce que je ne suis pas sûr que ce soit les mêmes qui s'abstiennent. Et donc visiblement il doit y avoir une grosse abstention à gauche, ce qui n'était pas le même cas en 2008. Donc voilà les premiers enseignements. Le gros enseignement, Jean-Paul, c'est quand même que le Front National est devant. Oui, enfin, de toute façon, à part l'indépendant qui avait fait des pronostics différents, on était nombreux à penser que ça allait se jouer sur 2% ou 3%, soit 2% dessus, soit 2% dessous. Moi, je n'ai jamais cru au sondage qui était 35-27. Donc pour vous, le Front National en tête ce soir à Perpignan, c'est pas une surprise ? Je signale que M. Sergent, en 89, avait dû faire déjà 32-33. M. Denoeil, en 95, avait dû faire
33 au premier tour et 36 au second tour. Monsieur Jean-Claude Martinez, en 93, avait dû faire 28. Donc, ce n'est qu'en 2001. Vous oubliez 2008, face à vous-même, il ne fait que 10 points. Non, et même en 2001, le Front National est très bas. En 2008, le Front National est très bas. En 2009, il est au-dessous de 10%. Mais il y a eu, dans le passé, déjà, des scores forts. Et ce qui est important, c'est de voir pourquoi ce score du Front National, parce que ce n'est pas qu'à Perpignan, au niveau national est aussi fort. On a un peu les mêmes ingrédients, à savoir une crise économique très forte. Il faut se souvenir qu'en 95, le PIB avait reculé en 93 ou 94. On était en déflation. On était dans une crise nationale, un exécutif national des Mitterrand en fin de règne assez facilement démonétisé, on va le dire ainsi. Les déjeuners avec Bousquet, la découverte de Mazarine, etc. etc. Donc on avait les ingrédients nationaux qui étaient assez les ingrédients nationaux que l'on voit aujourd'hui. Et un Front National déjà dont on disait dans les journaux, je me souviens d'un article du journal Le Monde, que le niveau de tolérance du Front National augmentait chaque année très fort. Donc les ingrédients des années 95, on les retrouve aujourd'hui. Et comme par hasard, on retrouve sur Perpignan un peu les mêmes scores qu'à cette époque. Alors, sauf que c'est la première fois qu'ils sont en tête. Oui, qu'il est en tête. C'est la première fois. C'est quand même plus qu'un symbole. Oui. Mais vous savez, je vois Béziers 45, vous voyez, bon, on est dans une période, en effet, où les partis de gouvernement ont donné d'eux, disons, un spectacle assez triste. On n'a jamais vu un président de la République à 17% des sondages. Ça n'était jamais arrivé. Toutes ces divisions à l'intérieur de l'UMP ont également donné une mauvaise image. Et quand on voit tout ce qui vient de se passer dans les semaines qui viennent, enfin les dernières semaines, avec notamment les écoutes, Monsieur Buisson, on découvre que Monsieur Buisson enregistrait son patron, que Monsieur Sarkozy, les conversations entre Monsieur Sarkozy et son avocat étaient sous écoute. Enfin, on est dans une ambiance où on comprend que le peuple, avec bon sens, se méfie de tout ça. Et quand on se méfie de tout ça, eh bien c'est vrai que ça donne des votes extrêmes. Et aujourd'hui, le vote extrême, c'est pas Mélenchon, c'est le Front National. Donc l'analyse nationale, on la voit. Pardon. Est-ce que vous comprenez mieux que le maire sortant de Perpignan aujourd'hui, même s'il n'a pas été élu, s'il a pris votre succession, atteint à peine 30%, alors qu'en gros, il perd 8 à 10 points par rapport au dernier scrutin municipal? Justement, Thierry, je voudrais juste affiner un petit peu, puisque les chiffres tombent au fur et à mesure, hein, pour vous dire qu'à l'heure qu'il est, Louis Alliot aurait 34,4% des voix, Jean-Marc Pujol 29,8% et Jacques Cresta 12%. Donc un écart qui... Donc l'écart se creuse. Un écart qui se creuserait. Alors, l'analyse... Avec 3 listes au second tour, Philippe? Pour l'instant, on a 3 listes Madame possibles, Ripouille fait combien mais dans votre nous n'avons sondage pas encore le chiffre de Mme Ripouille. Parce que, je le dis, une triangulaire et une quadrangulaire, c'est quelque chose de très différent. Donc, je pense qu'il faut voir ce dernier chiffre. Alors, pour répondre à votre remarque, Monsieur Thierry Bouloir, il est évident que cela me peine. Cela veut dire que la transmission à Jean-Marc Pujol ne s'est pas faite dans les conditions auxquelles je croyais, et qu'il y a eu une perte en ligne importante. Il y a une perte en ligne importante. Alors il faut voir comment ça s'explique. Soyons francs, Monsieur Alduy, pendant la campagne, on a entendu dire très souvent, si Alduy est sur la liste, il va nous faire perdre. Aujourd'hui, est-ce que, entre guillemets, ça vous soulage? Non. Vous l'avez compris que lorsque on décide d'arrêter sa vie publique, on n'est plus dans des réflexions de ce genre-là. Pardon, excusez-moi. On n'est plus dans c'est les en direct, on est preneur. N'hésitez pas. Si c'est en... Non, vous permettez, je vais essayer d'arrêter ça. M'en veuillez pas. Si quelqu'un peut m'arrêter ça. Voilà. Pardon. Non. Excusez-moi, je reviens plus sérieusement parce que vous m'interpellez évidemment sur des choses qui me sont très personnelles. Quand vous prenez la décision d'arrêter votre vie publique, parce que vous dites, il y en a marre de la gérontocratie,
Il faut redonner de l'oxygène à la démocratie française et il faudrait que on arrête les élus qui s'accrochent et qui donnent d'eux des hommes politiques ayant une véritable addiction de pouvoir. Quand vous faites ce constat, et vous le faites ce constat en plus dans une période politique comme celle que j'ai dit tout à l'heure, particulièrement tendue, où les partis de gouvernement ont perdu leur légitimité quelque part. Donc quand vous faites ce constat et que vous dites il faut redonner de l'air, on va donner message, on va transmettre. Vous imaginez que vous ne vous posez plus ces questions de savoir si il fallait être dedans ou dehors, etc. C'était on transmet, point final. Alors maintenant, est-ce que si j'avais été sur la liste, le score aurait été différent ou encore pire? Franchement, là ce sont des supputations qui n'ont strictement aucun intérêt. Ce qui est important, c'est de voir que la liste UMP-UDI, conduite par Jean-Marc Pujol, en effet, fait un score qui est un score parmi les plus bas que l'UMP et l'UDI aient fait sur Perpignan depuis plusieurs générations. Mais regardons ça de près. C'est parce qu'en effet, il y a aujourd'hui au plan national, un désaveu des partis de gouvernement qui profitent au Front National. Et ce qui vient de se passer, je répète, ces dernières semaines, les écoutes, les enregistrements, etc., un président de la République qui est à 17% des sondages, ce qui vient de se passer donne une énorme explication au développement du Front National. Et je n'ai pas les résultats dans d'autres communes de France, mais je suppose que vous avez vu Béziers, 45% à Béziers. Un résultat qui va vous intéresser, celui de Prades, où le maire sortant, Jean Castex, récolterait 70% des voix. Bravo. Voilà. Bravo, mais voyez. Il n'avait pas de Front National face au lui, voilà. mais bravo. En tout cas, je peux donner d'autres chiffres extraordinaires. Pierre Roche doit être à 80%. À Sainte-Marie. Bon, il avait le Front National contre lui, d'ailleurs. Il y avait 9 listes du Front National sur le département, en tout. Donc, à Sainte-Marie, avec le Front National contre lui, Pierre Roche doit être pas loin des 80%, je crois. Vous avez vu Bernard Dupont. Bernard Dupont, alors, qui vient de nous rejoindre, a réussi un magnifique score aussi avec 66,32% des suffrages. Donc ça veut dire que lorsqu'on fait un travail, l'exemple de Bernard Dupont est un très bon exemple. Voilà quelqu'un qui a joué sur la compétence, qui a joué sur la proximité, qui a joué sur le respect, je dis bien le respect de tous ses concitoyens, quelle que soit leur sensibilité, et qui a également donné de lui l'image d'un homme public, honnête, au service de ses concitoyens. Eh bien, quand on est sur cet axe-là, quand on démontre qu'on aime les gens, quand on démontre qu'on se dévoue à sa cité, avec en plus une ambition pour sa cité. L'ambition de Bernard Dupont, c'est faire de Perpignan... faire de Canet... On lui posera la question tout à l'heure. Faire de Canet, non mais je connais sa réponse. Faire de Canet une vraie ville à part entière, une ville touristique, une des grandes destinations de Méditerranée. Donc à la fois une vision de futur, mais en même temps, donc, un travail de terrain très, très fort. Eh bien, ça donne le résultat que l'on voit, je crois 60%, je crois, quelque chose comme ça. 66%, un peu plus de 66%. Bon, je minimise, vous vous rendez compte? Ça, on voit bien, là, justement, là, les deux comparaisons sur Perpignan. La vision du futur a été un peu pâle, je le dis comme je le pense. À partir de là, ça a permis à d'autres listes, celle de Mme Ripouille, celle de M. Alliot, de progresser et donc de faire régresser l'équipe qui était derrière Jean-Marc Pujol. Monsieur Alduy, une toute dernière question, puisqu'après nous continuerons notre soirée avec différents intervenants. Généralement, on dit que le Front National dispose de peu de réservoirs de voix au deuxième tour, ce qui donne toujours Jean-Marc Pujol dans une position éligible, entre guillemets, si je puis dire. Est-ce que ça peut être différent cette fois-ci, si le mécontentement est... Non, moi je suis convaincu que les Perpignanaises et les Perpignanais, au premier tour, ont montré leur désapprobation, on va le dire ainsi. En tout cas, ils ont voulu donner un signal, mais qu'au second tour, les Perpignanaises et les Perpignanais ne voudront pas être la première ville de 100 000 habitants dirigée par le Front National. Ils savent,
fondamentalement que Alliot à la mairie de Perpignan, c'est dans les 24 heures qui viennent Visa pour l'image qui disparaît. C'est une image tout à fait négative qui ne nous permettra pas de saisir, de valoriser les nouveaux atouts que nous avons, la proximité avec Barcelone, la ville à énergie positive, la ville intelligente, etc. On est dans une période à Perpignan où tout s'ouvre, où le futur est en train de s'ouvrir devant nous. L'élection de M. Alliot, c'est une rechute. C'est la rechute. C'est la rechute assurée. Donc je suis persuadé que les Perpignanaises et les Perpignanais ne souhaitent pas la rechute. Par contre, moi je m'adresse à Christian Bourquin. Christian Bourquin... Nous aurons le téléphone vers 21h. Oui, Christian Bourquin, le patron du PS, doit tirer les conséquences. Moi, je regrette, quand j'ai vu que M. Alliot risquait d'être conseiller général du Bas-Vernay, j'ai appelé à voter PS. Je considère que M. Christian Bourquin, patron du PS, doit tirer les conséquences de l'échec de M. Cresta. Et appeler à voter M. Pujol. Exactement. On lui fera part de votre message tout à l'heure, puisque nous l'aurons en direct sur ce plateau. Merci beaucoup, monsieur Alduy. Merci Jean-Paul Alduy, premier intervenant de cette soirée exceptionnelle. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir inauguré cette émission en direct des locaux de l'Indépendant avec TV Sud et avec les moyens de l'agence Profil TV. On va retourner voir Fabienne Albert en direct de la rédaction pour d'autres résultats concernant l'Aude, le Languedoc-Roussillon et quelques grandes villes au niveau national. Fabienne ? Oui, alors, nous avons maintenant quelques résultats partiels concernant Narbonne. Jacques Bascou serait en tête avec 38,5% des voix, suivi par Didier Mouly à 27,33% des voix. Jean-Marc Péréa, le candidat du Front National, serait le troisième avec 12,86% des voix, suivi par Frédéric Pinet de l'UMP avec 8,97% des voix. Suivent Jean-Pierre Maïstera du Front de gauche avec 6,32% des voix et Bruno Constantin avec 6,02% des voix. Attention, pour l'instant, ce sont encore des estimations fondées sur des dépouillements partiels. À Carcassonne, Jean-Claude Pérez en tête avec 28,03% des voix, suivi par le candidat du Rassemblement Bleu Marine, Robert Moriot, avec 21,64% des voix. Vient ensuite Gérard Lara, avec 19,6% des voix, Isabelle Cheza, 18,28% des voix, Amandine Carazoni, du Front de gauche, avec 8,27% des voix, Hervé Boissonnade avec 2,37% des voix, Jean-François Darrot avec 2,33% des voix. Nous pouvons d'ores et déjà vous annoncer que les maires de Castelnaudary et de Limoux ont été réélus au premier tour. Il s'agit pour Castelnaudary de Patrick Mogard et pour Limoux de Jean-Paul Dupré. Je vous rappelle également qu'à Béziers, le candidat du Rassemblement Bleu Marine, Robert Ménard, arriverait en tête avec 45% des voix, ainsi qu'à Avignon, le candidat également Front National, Philippe Lotio, serait en tête. D'un point de vue national, maintenant je peux vous annoncer que François Bayrou, à Pau, serait en ballottage favorable. Ensuite, excusez-moi... Ensuite, à Fréjus, le candidat FN, David Racheline, serait en tête également avec 40,2% des voix. Le maire sortant, Élie Braun, ne serait que troisième. À Niort, la ville qui était à gauche depuis plus de 60 ans vient de basculer à droite. Voilà, c'était les derniers résultats que je pouvais vous donner pour l'instant. Merci beaucoup Fabienne pour ces résultats et notamment les résultats au doigt. On le rappelle, à Narbonne, Jacques Bascou, 38,5 portant en tête devant Didier Mouly, 27. Et à Carcassonne, Jean-Claude Pérez, 28,03 devant Robert Moriot. Et Gérard Lara qui devancerait d'une courte tête Isabelle Cheza dans la lutte fratricide entre la fille de l'ancien maire et l'ancien maire de Carcassonne. Monsieur Bernard Dupont, bonsoir et merci de nous avoir rejoints. Philippe, vous avez les résultats de Canet. Alors je vais en profiter d'abord pour féliciter monsieur le maire de Canet, puis pour vous donner les résultats complets de sa commune, puisque donc Bernard Dupont est élu avec 66,32% des voix.
Monsieur Sévère Vissonneau avec 20,78% est deuxième et Nadine Ponce 12,90%. Alors monsieur le maire, votre premier commentaire à ce résultat particulièrement bon pour vous? Écoutez, moi, la première grande satisfaction que je retire, c'est de constater que ce résultat s'inscrit dans une participation assez forte, puisque la participation a été proche de 70%. Et alors, quand on nous indiquait donc, au niveau national que les participations seraient faibles, eh bien, j'estime que les Canétois sont allés aux urnes, et ça, c'est une première satisfaction. À titre de comparaison, en 2010, à l'élection partielle de 2010, la participation était de 63%, et en 2008, elle était de 66%. Et là, on est au-dessus de 69%. Donc, c'est vraiment une grande satisfaction. Alors ensuite, en ce qui concerne le résultat, eh bien écoutez, c'est pour moi vraiment également une grande satisfaction de voir ce résultat. Je crois qu'il est l'expression du travail que mon équipe et moi-même avons fait depuis 4 ans, un travail de proximité, axé sur la vie de la ville, sur les rapports entre la municipalité et sa population, de façon à essayer de prendre en compte réellement les aspirations de cette population et d'en tenir compte dans la définition de nos politiques publiques. Et je crois que c'est la clé du résultat. Monsieur Dupont, vous n'étiez pas inquiet, franchement, avant ces élections. Vous avez rencontré un petit peu avant. Donc, c'était un petit peu le score, l'élection au premier tour, qui allait déterminer votre taux de satisfaction. Il est élevé ce soir ? Écoutez, il était un peu plus élevé que ce que je prévoyais. Je m'étais fixé comme objectif 65, je fais 66,5. Donc, c'est encore, je dirais, une petite satisfaction supplémentaire. En 2008, Ared Franco est élu au premier tour avec 63% des voix. C'est exact. Et sans Front National. Parce que c'est quand même un élément fort. Il y avait 2 listes adverses, une liste de gauche et une liste d'hiver droite, alors que cette fois-ci, on avait une liste de gauche et une liste Front National. Et il est clair, c'est évident, que la plus-value, je dirais, du résultat du Front National tient à la concentration des mécontentements et à l'image nationale du Front. Alors justement, le Front National qui fait un score tout à fait honorable chez vous et qui fait un score beaucoup plus important à Perpignan, comment vous commentez, vous analysez ce résultat de Perpignan qui, somme toute, inattendu? On savait que M. Alliot ferait un score important. Or, ce soir, il semblerait qu'il soit en tête devant le maire sortant. Comment vous analysez ce résultat? D'abord, je pense qu'il faut être prudent et puis attendre vraiment les résultats, parce que nous, on l'a vu sur les nôtres, ça évolue de bureau en bureau, etc. Mais bon, pour moi, c'est quand même une forte inquiétude de voir que finalement, les forces du mécontentement l'emportent sur les forces positives. C'est ce qui m'inquiète le plus. Bernard Dupont, c'est une belle élection, un bon chiffre, ça donne de l'appétit. Est-ce que l'agglo vous intéresse un petit peu plus maintenant ? Voilà une question qu'on ne m'a pas encore posée, mais sur laquelle on m'a déjà depuis longtemps accordé des réponses. Eh bien, répondez alors. Voilà, mais je vais vous répondre. Je n'ai pas d'ambition particulière sur l'agglo, je l'ai toujours dit. J'ai toujours considéré que le président de l'agglo devait être le maire de la ville-centre, et j'ai toujours soutenu cette idée. Par contre, j'ai également dit que si à un moment donné c'était souhaité, je me tiendrais en réserve de la République. Donc vous êtes prêt ? Je suis prêt, Est-ce mais que prêt sans ambition. 66% a augmenté le cas Zou. Pas du tout. Pas du tout. Merci beaucoup Bernard Dupont de nous avoir rejoints ce soir. Après, on le rappelle, donc votre élection au premier tour à Canet. Juste un petit mot justement sur le gros score FN à Perpignan. Vous avez, votre sentiment qui est peut-être le même que celui que nous a donné Jean-Paul Albi? Écoutez, le gros score du Front National, c'est le score du mécontentement, et c'est le score, je dirais, qui pénalise une classe politique qui ne se tient pas toujours à sa place et qui est en permanence sous les rampes des médias. Et je crois que c'est ce qui mécontente essentiellement les gens. Merci Bernard Dupont et bonne fête ce soir. Si vous faites la fête, vous rejoignez vos administrés, je suppose. Tout à fait. Exactement. Au voile rouge. Merci beaucoup. Merci. Philippe, est-ce que nous avons d'autres résultats de communes importantes des Pyrénées-Orientales? Alors, ils tombent petit à petit, il faut le dire. En tout cas, des résultats définitifs, comme à Millas, où Damien Beffara est arrivé en tête et a gagné cette élection avec 53,41% des voix, face à Jacques Garceau, 46,59%. Mais ce qui est un fief du PS, qui est un fief de la famille Beffara, donc c'est un résultat logique.
Voilà pour l'instant les résultats définitifs que je puis vous donner. Donc c'est vrai qu'on attend les résultats, notamment à Pia, puisque nous avions Guy Paresse contre son ancien premier adjoint, Michel Maffre. Les résultats à Saint-Estève aussi, pour la revanche Villa et les Puigmal. Les résultats aussi à Saleil, où il y avait beaucoup de listes, 5 listes, je crois, 4 en ce qui concerne, 3 en ce qui concerne les oppositions de droite au maire François Rallo, plus une liste de gauche. Donc nous attendons aussi ces résultats. À Toulouse, on sait que l'élection est jouée, puisque Jean Roch succédera à Louis Cazeille. C'est la seule liste en course. À Villeneuve-de-la-Raho aussi, nous attendons les résultats. Puis qu'à Bestany, on passe au fur et à mesure. Dès que nous aurons les résultats tout à fait incontestés, eh bien nous vous les donnerons. Toutes nos équipes sont là. Nous allons accueillir dans un instant Ségolène Neuville pour le Parti socialiste, la députée de la 3e circonscription, conseillère générale. Juste avant, un petit point de nouveau avec Fabienne Albert pour d'autres résultats. Donc nous avons obtenu les résultats officiels des élections du maire de Castelnaudary, qui est donc passé au premier tour. Je vous le rappelle, il s'agit de Patrick Mogard, sous l'étiquette d'Hiver Gauche, qui a été réélu avec 50,19% des suffrages et qui obtient ainsi 25 sièges au conseil municipal. Il était suivi par le candidat de l'UMP, Emmanuel Bresson, qui lui a obtenu 35,48% des voix et qui aura donc 6 sièges au conseil municipal. Vient ensuite le 3e et dernier candidat, Stéphane Linou, qui comptabilise 14,33% des voix et qui aura 2 sièges au conseil municipal de Castelnaudary. Jean-Paul Dupré, lui, a donc été réélu dès le premier tour également, avec 51,8% des suffrages exprimés. Ce qui est à noter principalement ce soir, c'est la forte poussée du Front National sur tout le territoire national. La présidente d'ailleurs, Marine Le Pen, a estimé dimanche, selon l'AFP, des propos reportés par l'AFP, que les Français venaient de reprendre leur liberté aujourd'hui en faisant sauter la bipolarisation de la vie politique française. Effectivement, de nombreux candidats du parti arrivent en tête lors de ce premier tour. Robert Ménard à Béziers, le candidat également de Fréjus, celui d'Hénin-Beaumont. Plusieurs endroits de France ainsi se retrouvent avec arrivés en tête les candidats du Front National. Pour finir, je peux vous dire que nous avons déjà les premiers résultats qui sont des estimations proches de la réalité, puisque le dépouillement est quasiment terminé pour Fréjus, avec David Racheline, candidat FN, qui arriverait avec plus de 40% des résultats des votes exprimés. Fabienne, on vous rejoint tout à l'heure avec d'autres résultats, toujours donc en direct de la rédaction de l'Indépendant, une soirée exceptionnelle avec TV Sud et tous les moyens techniques et la compétence de l'agence Profil TV. Madame Ségolène Neuville, bonsoir, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau dans une soirée qui, telle qu'elle se dessine, s'annonce plutôt catastrophique pour le Parti Socialiste, notamment à Perpignanville. Votre premier sentiment ? Bonsoir déjà. Bonsoir. Eh bien, je crois qu'il est un peu tôt pour donner des avis aussi tranchés. On parle de 12% quand même. Pour Perpignan, après, au niveau national, les grandes villes, comme vous le savez, le dépouillement a commencé qu'à 20h, donc on aura les résultats que plus tardivement. Je crois que ce qu'il faut retenir de ce scrutin, 2 choses. La première, c'est que contrairement à ce qui avait été dit, et beaucoup dit dans la plupart des médias, et ce que tout le monde pensait, c'était que finalement le scrutin serait peu politisé et que c'était surtout des enjeux locaux. Et de fait, on constate que dans les villes qui sont finalement à forte composante politisée, l'électeur s'est comporté de façon très politisée en votant pour les partis. Le résultat de cela, c'est la montée du Front National, puisque c'est un vote de protestation, on le sait bien, surtout au premier tour. Et donc c'est un vote de mécontentement qu'on pouvait anticiper aussi, étant donné l'ambiance des derniers mois. Mais pour autant, comment vous expliquez le résultat catastrophique de M. Cresta à Perpignan ? Alors je crois qu'il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est qu'il y avait plusieurs listes de gauche, ou plusieurs listes identifiées comme telles, des listes sans étiquette dont on
peux pas bien dire si elles étaient de gauche ou de droite. Je pense à la liste de Madame Ripouille notamment. Et donc ces voix-là, en fait, se sont dispersées un petit peu. Et ça aussi, on pouvait éventuellement l'envisager. Il y avait quand même 9 listes au total à Perpignan. 9 listes, c'est beaucoup. Donc, et on sait qu'en général, ça nous nuit à nous, la gauche. Est-ce qu'on a beaucoup dit que la campagne de M. Cresta était assez atone et puis il manquait de grandes figures, entre guillemets, sur sa liste, dont vous peut-être? Est-ce que ça aussi n'est pas une des causes du score très faible réussi par M. Cresta aujourd'hui? Alors, la première des choses, c'est que Jacques Cresta est député de Perpignan. Donc je pense que comme grande figure de Perpignan au Parti socialiste, il est à la fois premier fédéral et député de Perpignan. Donc c'était pour moi le candidat idéal. Après, je pense qu'il n'y a jamais de personne providentielle. Manifestement, il s'agit d'un vote sanction des électeurs. Et donc, ça n'est absolument pas une question de campagne atone ou pas à tonnes. Moi, je note simplement que, regardez la campagne du Front National, ils font pas tellement campagne dans les rues. C'est un vote qui est automatique, en fait, de protestation. Si vous voulez, je vais vous donner quelques chiffres justement perpignanais que nous affinons au cours de cette soirée. Alors, où nous vous parlons, donc Louis Alliot aurait 33% des suffrages, Jean-Marc Pujol 29,5%, Jacques Cresta 12,2 et Clotilde Ripouille 10,3. Ce qui veut dire que nous pourrions avoir une quadrangulaire pour ce second tour. Qu'est-ce que vous pensez, vous, justement, de ce second tour? Est-ce que des alliances sont encore envisageables à gauche ou est-ce que Clotilde Ripouille et Jacques Cresta iront de leur côté à cette bataille du second tour? Alors écoutez, je pense que c'est des décisions qui ne se prennent pas dans l'urgence avant même d'avoir tous les résultats définitifs, etc. Un avis sur la question. Bien entendu, j'ai un avis, je vais vous le donner. Mais je prends ces précautions parce que, je ne suis pas moi-même la tête de liste et ce sont des décisions qui se prennent de façon conjointe avec l'ensemble des partenaires de la liste. Parce qu'il ne faut pas oublier que sur cette liste, il y a à la fois le Parti socialiste, le Parti communiste, le MRC, le PRG. Donc c'est quelque chose qui se décide de façon conjointe. Je pense que de toutes les façons, nous, ce qu'on souhaite, c'est faire tout ce qui est possible, en fait, pour éviter que le Front National gagne. Ça, c'est très clair dans notre esprit. Et puis, deuxièmement, il faudrait tout de même qu'il y ait de la gauche au Conseil municipal pendant les 6 années qui viennent. Voilà mon analyse ce soir. Ce qui veut dire que le Front républicain, vous n'y pensez pas? On a vu avant vous Jean-Paul Alduy demander, c'était sûrement logique de sa part, de son parti, à Christian Bourquin de peut-être justement retirer un candidat de gauche pour permettre, en tout cas pour interdire l'élection du FN. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Eh bien, je crois qu'il y a d'autres possibilités. Lesquelles? Que celles que vous évoquez. Et écoutez, encore une fois, je pense que c'est prématuré, mais il y a quand même un certain nombre de possibilités entre les alliances que l'on peut faire, se maintenir, ne pas se maintenir, etc. Moi, je vous dis, les 2 priorités, selon moi, c'est tout faire pour battre le Front National. Et ça, c'est la responsabilité de n'importe quel républicain, et de la gauche en particulier. Et deuxièmement, je pense qu'il faut qu'on fasse tout aussi pour qu'il y ait de la gauche au Conseil municipal dans les 6 années qui viennent. Parce que c'est bon aussi pour la démocratie d'avoir l'ensemble des forces républicaines qui puissent s'exprimer. Quitte à faire élire le FN? Je viens de vous dire que la première des priorités, c'était de ne pas faire élire le FN. Donc, c'est pas, excusez-moi, mais c'est pas un langage à double tranchant? Pas du tout. On veut quand même y être. Pas du tout. Je pense que vous n'avez pas envisagé gagner. toutes les possibilités. Mais je vous laisse réfléchir et je pense que... Donc ça veut dire que pour conforter la présence de la gauche et du Parti socialiste, notamment à Perpignan, une triangulaire serait préférable à une quadrangulaire? Pourquoi une quadrangulaire? Ah mais ça, attendez, là, les négociations entre candidats, moi, j'ai pas d'avis à donner là-dessus. C'est les candidats qui vont se parler, discuter entre eux. Parce que vous savez déjà à l'avance, par exemple, quel candidat va négocier avec qui. Non, je vous dis simplement qu'une quadrangulaire, à l'heure où nous parlons, ça peut encore évoluer dans les heures qui viennent, est possible, thématiquement possible. Je crois qu'il faut être raisonnable. Et qu'avec un Front National en tête, loin devant, une quadrangulaire ne paraît pas la bonne solution, c'est évident. D'accord. Voilà. Donc vous prenez plutôt pour une triangulaire? Il y a d'autres possibilités. Encore une fois. Vous avez évoqué la possibilité qu'il n'y ait pas du tout de conseillers municipaux à gauche à Perpignan. C'est un grand risque selon vous?
par rapport aux chiffres? Pour moi, ça serait, je pense que pour tous les Perpignanais, ça serait extrêmement dommageable parce que les forces de gauche à Perpignan représentent tout de même une partie des Quand je parlais de risque, c'était un risque par rapport au résultat de ce soir, hein, pas le risque dans l'absolu. Oui, mais ça fait partie effectivement des risques et je pense que ça serait effectivement une très mauvaise chose. Alors on a vu que généralement les municipales c'était véritablement des enjeux locaux. On voit que votre discours, comme celui d'ailleurs de Jean-Paul Alduy concernant le score du FN, c'est de dire que finalement les gens, pour une fois au municipal, n'ont pas voté pour les enjeux locaux. Eh bien, c'était uniquement un vote de protestation nationale, il n'y a rien de perpignanais? Écoutez, quand on regarde les débuts de résultats qu'on a dans les autres villes, mais là, vous me mettez dans l'embarras parce que vous êtes comme moi, vous n'avez pas les résultats. Moi, j'ai des débuts de résultats pour Béziers. Il me semble que à 45%, voilà, que c'est FN, ouais. un petit peu sensiblement pareil, voire pire. À Nîmes, c'est pas le FN qui est en tête, autant que je sache. Donc, on verra ensuite au niveau national comment s'est comporté le FN dans les autres villes. Mais indéniablement, oui. Il y a un gros facteur national de vote, de protestation, de mécontentement, parce qu'en période de crise, le pays est très difficile à redresser, et je pense que tout le monde s'en est rendu compte. La cote de popularité du gouvernement est basse. On peut comprendre qu'il y ait un vote de protestation. Madame Deville, merci. On vous retrouve, je crois, tout à l'heure pour un débat dans nos locaux aux alentours de 22h15 avec Daniel Mac, le maire de Poliestre, qui lui, bien sûr, est réélu ce soir puisqu'il était le seul en course. Il nous donnera son score. Je crois, je ne sais pas si on l'a déjà, Philippe, mais je pour ne l'ai pas l'instant, reçu encore. on l'aura dans quelques instants. Donc rendez-vous tout à l'heure à 22h15 pour la suite et pour le grand débat. Donc face à Daniel Mac. Oui, Philippe? Non, juste 2-3 résultats qui viennent de nous arriver. Au Boulou, la réélection de Christian Olive avec 56,27% des voix. À Saint-Estève, où Élie Puigmal, donc le candidat socialiste, tentait de reconquérir la mairie, il obtient 26,80% des voix et Robert Villa 47,47% des voix. Donc il faudra revoter à Saint-Estève. Voilà pour quelques résultats qui nous parviennent. Robert Villa en ballottage favorable quand même, 47,7. En ballottage très favorable. Là, si c'est un Attention, commentaire parce sur... que Élie Puigmal, au dernier vote, l'avant-dernier vote, a manqué l'élection pour 88 voix au premier tour. À peu près avec le... Alors nous serons prudents jusqu'au bout. Et vous avez oublié de citer Argelès. Que je n'ai pas encore, mais si vous les avez, je nous sommes preneurs. Ah, je crois que Pierre Alagas est réélu au premier tour. Très bien. Écoutez, nous attendons Pierre Alagas, d'ailleurs, qui doit nous rejoindre dans ses locaux. Donc Pierre Alagas serait réélu au premier tour. Merci Madame beaucoup. Neuville, merci Philippe. Un petit rappel peut-être de la dernière estimation à Perpignan, puisque les chiffres s'étaient légèrement affinés. Alors, dernière estimation à Perpignan, Louis Alliot, 33,8% des voix, Jean-Marc Pujol, 29,5%, Jacques Cresta, 12,2% et Clotilde Ripouille, 10,3%. Voilà, 10,3, c'est-à-dire juste au-dessus de la barre du maintien, ça jouera énormément quand même. Triangulaire, quadrangulaire, fusion ou pas de liste, pourquoi pas, puisque, entre guillemets, enfin sous-entendu, c'était une des solutions que vous disiez sans vraiment le dire, fusion de certaines listes. Je crois que Mme Ripouille, très clairement, quand on est à 10, quelque chose et qu'il y a le Front National qui menace. Qui menace. Je crois que Mme Ripouille est quelqu'un de raisonnable et sûrement qu'elle sera tentée par une fusion, oui, plutôt que de se maintenir, je pense. Mais c'est ce que je ferai à sa place. Voilà. Très bien. On lui passera le message si elle nous rejoint dans la soirée. Voilà, toujours en direct des locaux de l'Indépendant, toujours avec TV Sud, avec l'agence Profil Télé, avec des résultats donc qui arrivent au fur et à mesure. On essaye d'être le plus complet possible. Dans un instant, d'autres invités sur ce plateau, juste avant notre point que nous faisons tous les quarts d'heure, toutes les 20 minutes, avec Fabienne Albert en direct de la rédaction de l'Indépendant. Fabienne.